2,2 millions d'euros de travaux, des murs qui s'écartent, un chantier totalement arrêté et un dépassement de budget totalement imprévu. C'est la réalité du château de Jaulny et de ses propriétaires, Aurore Thiébaut et Emmanuel Pénétra, que j'ai eu le plaisir de revoir et avec lesquels j'ai tourné une émission qui est disponible actuellement sur notre chaîne YouTube. Et à la suite du tournage de cette émission, j'ai voulu me poser avec eux pour improviser une interview et leur poser des questions que peut-être vous vous posez concernant la restauration des châteaux, les défis, les surprises, les mauvaises surprises auxquelles on doit parfois faire face quand on est propriétaire et comment aussi on gère cette situation avec les partenaires, avec la DRAC, avec les entreprises, combien ça coûte, comment sont calculés les prix, les devis, les offres et tout ce genre de questions que l'on se pose et où on n'a pas toujours les réponses. Et là, Emmanuel et Aurore vont répondre à ces questions, ils vont donner des chiffres, donner des cas concrets qui pourront, j'espère, aider certains d'entre vous qui veulent restaurer un château, acheter et restaurer un château, mais aussi, j'espère, que ça va éveiller votre conscience et votre générosité puisque, plus que jamais, le château de Jaulny a besoin de votre aide. Et donc, je vais mettre un lien dans la description qui permet tout simplement de soutenir le château de Jaulny à travers une campagne qui est lancée sur le site officiel de la demeure historique. C'est un lien, vous cliquez dessus et vous pouvez faire un don à la hauteur de vos possibilités. Et ce don est déductible fiscalement à 66%, 66% de réduction pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Il y a le mécénat qui est possible pour les entreprises. Si vous représentez une entreprise, n'hésitez pas à contacter directement le château de Jaulny en allant sur leur site ou sur la demeure historique directement et vous pourrez soutenir et représenter de façon, je trouve, très intelligente votre entreprise localement. Si vous êtes une entreprise lorraine, puisque le château de Jaulny est situé en Meurthe-et-Moselle, si vous êtes une entreprise lorraine, je trouve personnellement que c'est vraiment une très belle occasion de soutenir une bonne cause et d'ancrer votre entreprise dans le territoire lorrain. Et maintenant, je vous laisse visionner cette interview improvisée d'Aurore Thiébaut et Emmanuel Pénétra, propriétaires du château de Jaulny en Lorraine. Bon visionnage. D'abord, juste en deux mots, le château de Jaulny, vous l'avez acheté quand et pourquoi? On l'a acheté il y a 5 ans maintenant. C'était en novembre 2020. Ouais, c'est un coup de cœur, c'est une belle histoire qu'on voulait ouvrir, c'est un monument sur lequel on voulait veiller, qui était mal en point. Qui avait du potentiel, qui avait beaucoup d'histoire, donc de quoi nous ravir pour le côté attrayant. Qui était en vente depuis pas loin de 10 ans. Mmh. Et beaucoup de visites, mais devant les travaux titanesques, on a senti que l'agent immobilier n'y croyait plus. D'ailleurs, il a essayé de nous faire peur au moment de faire visiter, en nous disant, vous savez, il y en a pour 1 million de travaux. L'air de dire, puis bon, on a quand même accepté d'y aller. Finalement, il y en avait pour plus de 2 millions. Mais ce qu'on espérait aussi, c'était une belle histoire humaine, et on n'est pas déçus. Et est-ce que, dès le départ, vous aviez, comme on dit, un modèle économique? Vous avez tout de suite pensé à l'ouvrir au public, ça faisait partie du projet. Et est-ce que vous pensiez que les visites, ou ce que vous avez prévu comme modèle, allait couvrir les travaux de restauration que vous aviez vus en faisant les visites? Ou vous êtes allé un petit peu à l'aventure en vous disant, bon, on verra quand on y sera, quoi? Alors, en fait, on avait réfléchi à un modèle économique en amont. On s'est posé un jour avec un grand papier blanc et on a fait, en fait, on a sorti de notre tête tout ce qui pouvait contribuer, en fait, à financer ce château et quelles activités on aurait envie d'y mettre, envie d'ouvrir. Et voilà, il y avait des mariages, il y avait des visites scolaires, il y avait du musée, il y avait l'ouverture d'une taverne et puis il y avait peut-être des gîtes. Et puis, il y avait des choses qu'on ne fait pas finalement. Donc, on avait déjà un plan. Il fallait. Moi, sinon, je ne le sentais pas de faire sans. Ça réfléchit quand même. Et il y avait aussi des valeurs qui étaient importantes pour nous, sans quoi on ne se serait pas non plus lancé. Une fois qu'on avait ces éléments-là, on avait quand même une part d'inconnu. Mmh. Peut-être tu peux en parler sur est-ce que ça allait couvrir Oui, alors ça allait couvrir. On ne connaissait pas non plus le montant des travaux, parce que la preuve, c'était 1 million, 2 millions. Bon, effectivement, il y a un bout d'un moment, faut se lancer.
pour avoir des idées. Il y avait les animations scolaires, ça rapportait 24-25 000 euros par an, et en plus ça fait venir 1500 scolaires. Il y avait ça comme acquis qu'on a repris, je pense qu'on a un peu amélioré, mais on est resté dans les pas. Et puis il y avait cette histoire de gîte, c'est vrai qu'au départ on s'est dit gîte, chambre d'hôte, voilà. Quand on a plus d'1 million, 2 millions de travaux, ça semble pas être un modèle économique. Et puis, assez rapidement, quand même, les mariages, on a vu, et c'est pas original. Je pense que les mariages, contribuent à beaucoup de châteaux, parce qu'on est quand même dans des prix qui permettent quand même de se mettre en marche sur la rénovation. Ouais. Aujourd'hui, on est à 5 900, l'année prochaine 6 900. En un week-end, c'est beaucoup. Alors, il y a beaucoup de boulot en amont, mais c'est beaucoup. Donc, c'est quand même le point où on a vu que là, il y avait un levier. Bon, maintenant, parlons un petit peu justement de la situation actuelle du château et en fait, comment avez-vous décidé de lancer ces travaux? Pourquoi exactement? Et comment on décide? Parce que c'est vraiment une grosse opération. Comment ça se décide? À quel moment on commence? Et par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi vraiment concrètement les démarches? Alors déjà, une chose qui nous est apparue évidente, c'est même avant de signer l'achat, en fait, on avait déjà engagé plusieurs actions avec l'ancienne propriétaire qui nous fait venir à chaque fois qu'on avait besoin de faire venir des entreprises. On avait déjà chiffré en fait pour avoir une idée de ce que ça allait couvrir en fait ce travail du toit, combien ça allait chiffrer. On était loin. Alors c'était un démarrage. Elle nous avait déjà aidé en ouvrant à chiffrer ça. On avait déjà interpellé aussi la Fondation du patrimoine. En pensant tout de suite, comme beaucoup d'autres visiteurs qui nous le disent souvent, à Stéphane Bern et au loto du patrimoine. Donc, ce dossier-là était déjà en marche avant même l'achat. Oui, alors là, on est un peu hardi, voire un peu... Ce qui explique qu'on était tellement... Voilà, on était à fond, on s'est dit, allez, on lance déjà le loto du patrimoine. Oui. Bon, heureusement qu'on l'a acheté, sinon on aurait eu l'air bête. Mais bon, on savait que c'était bien parti. Ben ouais, il faut aller de l'avant et on a été récompensés, on a été aidés. Et la Fondation du patrimoine, même en local, vraiment, et de bons conseils, très dynamiques, nous donne aussi, parce qu'on a besoin dans ces projets d'autres qui croient en vous et quelque part qui contribuent. Le moral, les soutiens, eh bien c'est vraiment fondateur parce que comme on le voit aujourd'hui, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc l'aspect pragmatique, de savoir à peu près dans quelle enveloppe on commence à se diriger. Et puis très rapidement, une fois qu'on a ça, eh bien on lance quand même avec la DRAC. Voilà, c'est la première chose à faire. Les monuments historiques, puisqu'on est classé ici et inscrit, donc on a 2 niveaux de protection sur le bâtiment. Donc, on demande à la DRAC, comment on peut s'y prendre, comment on peut travailler avec vous, dans quel calendrier. Donc, on fait tout avec eux, en fait. Et là, c'est un diagnostic qui démarre. C'est quelque chose qui a un coût, mais on est bien aidé. On nomme un architecte, et là, ça a duré peut-être 2 ans. On passe le château avec toutes ses dépendances sous couture, on regarde, on fait une cartographie qui va même jusqu'à la lézarde près, à la pierre qui est endommagée. On a un architecte qui est super, Monsieur Duvic, qui a fait vraiment une cartographie incroyable. Donc on pensait pas qu'on allait aller dans ce détail. Et un diagnostic, je vous coupe, un diagnostic, c'est concrètement ça coûte combien et qui finance? Est-ce que la DRAC finance ce diagnostic ou c'est à vous? Alors pour vous dire à quel point quand même on est dans un beau pays, ça coûte, surtout qu'on a eu un diagnostic initial, diagnostic complémentaire, parce que le premier il manquait des choses, je sais pas, on est sur une enveloppe de 50 000 € sur les 2 diagnostics. 50%, on a été subventionné à 90%, DRAC plus région sur la partie diagnostic. En fait, ça a diminué un peu, c'était 90-80, mais c'est beau. C'est-à-dire que finalement, on a dû mettre 5-6 000 €. 20%. Voilà. Et puis bon, petit à petit. C'est des étapes qui nous sont imposées du fait du classement et de l'inscription au monument historique, mais en même temps, on a de l'aide. Donc, si vous voulez, c'est un travail ensemble. C'est vraiment, oui, là, je veux dire, après, quand on est vraiment, on fait équipe avec la DRAC, c'est comme ça qu'on l'a vu. On a aussi des interlocuteurs vraiment super. Et puis, quelque part, toutes ces personnes sont aussi amoureux du patrimoine. Ils ne feraient pas ce boulot pour ça. Donc, on sent que, on peut s'appuyer sur eux. Il y a eu ensuite l'avant-projet détaillé. Ah oui, alors, donc, diagnostic. Alors, diagnostic complémentaire, avant-projet détaillé. Avec justement une première clarification, je crois, des missions qu'on pouvait clarifier et définir avec eux. Oui, c'est ça.
concrètement, clarifier les missions, c'est-à-dire par exemple la charpente, je sais pas. Ouais, c'est déjà. Alors avant-projet détaillé, c'est carrément détaillé déjà. On commence à être pas loin du cahier des charges. C'est détailler les différents lots, commencer à phaser la restauration, comment on va s'y prendre. Donc on commence à faire. C'est un premier jeu, donc un premier jet. Dans notre cas, c'était quoi? C'était la VRD, c'était les charpentes, c'était clarifier la maçonnerie, la reprise des enduits de la façade. Voilà, est-ce qu'on le met ou pas dans la première phase? Est-ce qu'on fera ça une fois, 2 fois, 3 fois? Commencer à des premières enveloppes financières. Bah, voyez, on commence à. Vous commencez déjà à envoyer des devis, à trouver des artisans ou pas encore à ce stade-là? Est-ce que comment ça fonctionne? Pas encore. Alors, nous, on avait fait une première démarche qui était un peu en amont d'avoir demandé à des entreprises qui nous avaient donné des phasages. Mais après, l'architecte, effectivement, quand il commence à rentrer un petit peu dans le détail, il commence à sonder certaines entreprises pour avoir des volumes, il reçoit quelques devis. Mais ça, c'est en avance de phase. Et après, quand vraiment passent les marchés, alors là, on est vraiment sur quelque chose de très précis. Je voudrais revenir à une chose aussi qui est importante, c'est qui nous a causé aussi beaucoup de soucis et qui passe par la confiance qu'on a dans les hommes et la qualité des entreprises, c'est que l'architecte nous a dit rapidement, vous savez, là, c'est tellement énorme, il y a des lézardes, il y a des... Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme une enquête. Il faut arriver à comprendre pourquoi ce bâtiment, pourquoi les murs s'écartent, pourquoi ça bouge, pourquoi les poutres sont comme ça. Et on avait, je ne vais pas le nommer parce que on est des gens positifs, on a eu un premier bureau d'études qui n'a pas assuré. C'est-à-dire qu'ils nous ont emmenés sur une fausse piste. On dit, ouais, ça vient des caves, 3 étages de caves qui sont défectueuses. Et au bout d'un moment, bon, heureusement, on a des intuitions. Et l'intuition, c'était que on partait pas sur une bonne. Puis bon, humainement, je le sentais pas. On le sentait pas. Ce bureau d'études, on le sentait pas. Faut faire confiance à son intuition. Ouais, aussi. Hein, c'est beaucoup dans la qualité. Bon, on a bien fait. D'ailleurs, ils nous ont abandonnés en chemin et c'était plutôt pas mal parce qu'on partait effectivement sur une fausse voie. Et puis là, on a rencontré vraiment quelqu'un grâce à l'architecte, donc qui s'appelle Monsieur Pleinaire. Et alors là, on a senti que on était sur quelqu'un qui maîtrisait bien, qui devait le bâti ancien, en fait, 40 ans, qui devait certainement à peu près. Et puis tout de suite, alors on a aimé, il s'est approprié. Il s'est dit, ça sera un honneur si je peux travailler pour cette vieille dame qui est ce donjon seigneurial. Il a commencé à regarder les tours. Au bout d'un moment, ça devenait ses tours. Il a dit, là, non, pour mes tours, on laisse pas passer l'eau là. On a senti qu'on avait quelqu'un. Et puis, il a fait un travail de fou. C'est-à-dire qu'il a soulevé tous les planchers, il a mesuré les épaisseurs, il a fait une cartographie. Et à la fin, il a dit, ça bouge parce que ceci. Parce qu'il y a effectivement un poteau ici qui a été mis en 14, qui appuie sur les planchers, qui fait un jeu de partout et qui écarte les murs. Ouf! Donc vous voyez, on serait parti sur l'autre, c'était peut-être 20 000 € qui étaient demandés pour aller faire des sondages qui auraient peut-être fragilisé, pour rien. Donc, il faut avoir des bons interlocuteurs. Le premier n'était pas le bon, le deuxième est excellent, et le deuxième, surtout, à la fois, et puis l'expérience. Oui. Voilà, donc c'était peut-être pour faire un retour, parce que c'était important. Oui. Après l'avant-projet détaillé... Eh bien, on arrive au cahier des charges après ça. Hein. Et on y est seulement. Hein, donc, 4e étape, cahier des charges, puis ensuite, audit, devis des entreprises. Et voilà, c'était le moment. C'est vous qui sélectionnez les entreprises ou c'est l'architecte en collaboration avec vous, mais c'est quand même vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui financez, mais comme la DRAC participe, etc. Comment ça se passe, les décisions? Intéressant, ouais, c'est vrai que... Alors, comment ça se passe? Bon, déjà, il y a des charges très très précis. Hein. Alors, on a beau être privé, le cahier des charges qui a été fait était sous le modèle du public, hein, donc des CCTP pour ceux qui connaissent un petit peu. Et puis, c'est très 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 précis. Ça marche là sur un prix unitaire. On valorise un nombre de pierres à tailler, un nombre de poutres à changer. Enfin, ça va vraiment dans le détail. Il faut voir quand même que le dossier depuis le début, il est comme ça. Hein, si je rajoute tout, si on rajoute tous les points. Et donc là, l'entreprise a vraiment quelque chose de très précis à la pierre près et elle valorise chacune des prestations avec un prix unitaire. C'est important parce que s'il y a des travaux supplémentaires, au moins le prix, on l'a. Ça, c'est un point que j'ai vite compris. Et puis, à partir de là, eh bien, il y a une analyse des offres qui a été faite par l'architecte qui vous dit, bah voilà, on a 4 entreprises. Celle-là, elle est plus chère de 50 000. Mais au niveau de son savoir-faire, elle est un peu mieux. Et puis, en discutant avec nous, avec l'architecte, et en correspondance avec la DRAC, souvent le choix s'impose assez facilement. Mais on a fait une chose, parce qu'il faut vraiment défendre son projet, on s'est dit,
Eh bien, déjà, on va être transparent avec les entreprises. Moi, je trouve que c'est important. On a été aussi dans le travail. Des fois, on perd un appel d'offres, il faut se mettre à leur place. On nous dit pas pourquoi. On a perdu, on a passé 1 mois à faire des points, on ne sait pas pourquoi. On leur doit au moins de dire, voilà pourquoi on les a choisis, on ne les a pas choisis. Je trouve que c'est de l'honnêteté. Mais mieux que ça, on s'est fait une visio, je me rappelle, ça a duré 5 minutes par entreprise. Ouais, ou 5-10 minutes en 1 heure. Chaque entrepreneur leur disait, bonjour monsieur, merci déjà de nous avoir répondu. Vous avez passé du temps. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous êtes classé 2e. Le premier, on est transparent, c'est telle société. Vous êtes classé comme ça au niveau du prix, vous êtes classé comme ça au niveau de la technique. Voilà comment on a apprécié votre offre. Si jamais vous voulez faire une meilleure proposition ou pas, vous pouvez. L'idée, alors qui est pas facile, c'est aussi d'essayer quand même de pouvoir tirer un petit peu les prix, mais jamais au détriment de la qualité. De toute façon, on le voit vite. On leur dit, bah voilà, si vous pouvez faire un effort. Il y en a qui sont trop loin, ils disent, bah là, non. Non, moi, je veux pas. Puis d'autres qui disent, oui, on va aller. Et par ce jeu-là, en essayant encore une fois de ne pas baisser la qualité, bah, mine de rien, on a quand même gagné dans la négo plus de 100 000 € sur 2,2 millions. C'est des réunions qui valent le coup. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ouais. D'accord. Et... Alors aussi, une petite chose qu'on pourrait rajouter, c'est que ce sont des entreprises qui sont quand même agréées monuments historiques. Pas c'est 50. obligatoire ou pas? Oui. Normalement, oui. Hein, oui. Donc toutes les entreprises ne peuvent pas répondre à ces appels d'offres-là, à ce cahier des charges-là. Donc voilà. Et c'est à vous de les Ça trouver, les sélectionne. entreprises? Non. Ça sélectionne déjà forcément, et c'est l'architecte qui va effectivement faire un travail de présélection Ah oui, et vous fournir une liste. en amont. Ouais. Et lui aussi va travailler la pondération en fait des réponses et le classement de ces entreprises en fonction de leurs tarifs ou de leur qualité de leurs prestations. Donc en fait, c'est un travail surtout de l'architecte, mais toujours en lien avec le propriétaire. C'est très important puisque de toute façon, c'est nous qui payons. Et la DRAC finalement aussi, et la région, et tous DRAC, ceux qui nous aident, et les mécènes d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est donc la DRAC, elle s'assure finalement que le travail sera fait dans les règles de l'art, puisque ces entreprises-là sont des entreprises agréées. Agréé, ok. On peut donner des noms d'entreprises qu'on connaît. Par exemple, nous, on avait une entreprise qui était pas loin. On en avait entendu, c'est du savoir-faire. On a dit, bah, c'est normal de l'intégrer dedans. On peut aussi, nous, on les connaît pas non plus toujours forcément. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Là, il y a eu donc les travaux. Les travaux ont commencé. Et vous avez eu a priori une mauvaise surprise que vous allez pouvoir nous expliquer. Racontez-nous alors comment ça s'est passé, le début des travaux et la suite. Alors, donc les travaux ont bel et bien démarré en novembre 2024, donc on n'est pas très loin. Hein. Première bonne phase, donc les voiries, les réseaux, donc des grandes tranchées ici sur le sol. Et donc très important hein, de reprendre ces eaux usées qui étaient en train d'abîmer de toute façon les bâtiments. Donc première chose. Pendant ce temps-là, de l'archéologie. Hein, donc on a fait des découvertes, des belles découvertes. Passionnantes. Qui ont confirmé pas mal de choses historiques qu'on supposait. Et puis aussi des surprises totales. Donc ça serait, il y aurait de quoi dire encore. Et puis ensuite, le lot échafaudage. Donc ça met au moins un mois et demi jusqu'à à peu près mi-décembre, jusqu'à Noël. Oui. Pour monter ces fameux échafaudages que vous voyez derrière nous. C'est une petite Notre-Dame, hein, vous avez vu. Exactement. Donc, courageusement, il monte. Et puis, est arrivé ensuite, en janvier, donc l'entreprise principale hein, qui va découvrir le toit. Donc, quand on dit découvrir... Chanzy-Pardou, on peut la nommer. Hein. Cette entreprise, c'est Chanzy-Pardou, okay. Qui va donc découvrir le toit. Donc, on va enlever toutes les tuiles. On va redescendre les bois abîmés, etc. Donc ça descend. Ouais. Et puis on arrive au mois de février et aux surprises, le fait d'avoir soulevé, en fait, libéré les fêtes du toit a fait que le poids n'existant plus sur ces murs, ne reposant plus sur les murs du haut du mur veulent s'écarter. Donc voilà, ça c'est le problème où on est en plein dedans. Il y a un deuxième point qu'on a vu, je pense, dans la vidéo d'avant, c'est qu'il y avait des grands chéneaux vraiment en pierre qui, en plus, étaient à la moitié du mur et ont eu tendance à écarter. Alors, il y a deux choses. Il y a une surprise parce qu'il y a effectivement le fait que ça décompense, mais aussi l'architecte et puis
Et puis le bureau d'études, ils ont beau être le plus prévisible, enfin, comment dire, essayer de prévoir le plus de choses, il y a des fois quand on enlève vraiment le toit, quand on découvre certaines choses, qu'on peut effectivement se rendre compte. Là, c'était le cas. Oui. C'est-à-dire quand on regardait le mur d'en bas, ça allait, le mur d'en haut, on pouvait pas l'avoir parce que il y avait la moitié de la charpente, des choses qui étaient dedans, et quand on commence à enlever, il y a des choses qu'on pouvait pas de toute façon anticiper. Ouais. Alors on savait que le mur était malade, c'était pas une surprise, mais c'est l'ampleur qui était une surprise. Voilà. Ça c'était pas autant prévu. J'ai envie de dire, vous savez, tous ceux qui font de la rénovation dans des maisons anciennes, ils savent que c'est il y a toujours des aléas. Mais là, c'est un peu démultiplié et ça prend évidemment des formes importantes. D'ailleurs, heureusement, c'est une partie qui nous aidera, mais dans les financements même de la DRAC, on prévoit ces aléas. La DRAC prévoit, elle nous l'a incité, merci à elle, et on a essayé de le faire le plus large possible, heureusement, de dire prévoyez, parce que si on est dans des monuments qui ont des centaines d'années, c'est pas une maison en agglo qu'on monte. Hein. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Mais sauf que celle-là, waouh. Même notre architecte nous a dit, c'est la première fois qu'on a un arrêt de chantier. Donc là, on est en arrêt de chantier depuis 1 mois et demi. Et c'est parti peut-être pour 1 mois. 10 000 € déjà d'échafaudage, de location par mois. Qui court. Alors, on a une chance, c'est que l'entreprise, on va lui faire de la pub, parce que vraiment, c'est extraordinaire, ça s'appelle Protect Échafaudage. On n'y croyait pas, on l'a quand même demandé, l'architecte a demandé, est-ce que vous pouvez pas faire un effort? Ils ont dit, très bien, on va vous offrir 1 mois. Alors là, pour une entreprise privée, chapeau. Ouais, bon, ça c'est sympa, ça prouve quand même que aussi ces entreprises qui travaillent, elles sont partenaires du projet. Bon, reste que maintenant ça court, c'est nous qui payons. Et puis il y a les gros surcoûts. Il a fallu trouver une solution technique, et la solution incroyable, ça a été de, quelque part, soulever presque ces charpentes qui restent, ces fermes, avec des poutres en lamellé collé qu'on va mettre et un système de treuil et soulever pour pouvoir intervenir en dessous et démonter ce mur, retailler les pierres, remonter le mur. Et ça jusqu'au premier plancher. Ouais, et là, donc c'est quand même quelque chose. Hein. C'est une solution qui vaut 70 000 € qui n'était pas prévue, par exemple. Ding dong. Bon, c'est la joie des points. Après, on se rend compte quand on enlève qu'il y a une cheminée qui est abîmée, on la voyait pas tant qu'on n'a pas enlevé les tuiles. Donc on la refait, donc on arrive vite à 100 000, etc. Donc c'est là où on commence à être un peu en difficulté. J'en profite aussi pour dire, on adore l'archéologie. Mais l'archéologie, là, pour le projet, parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose de ce château, qui est resté un peu discret, malgré ses 1000 ans d'histoire, c'est 160 000 € d'archéologie. Et là, on ne l'avait pas prévu, et c'est nous qui payons. Alors la DRAC a fait un petit effort, elle a passé son taux de 50 à 53%, mais il en reste. On attend peut-être une subvention, mais elle ne sera pas énorme. Donc c'est des coûts, peut-être, on pense qu'aujourd'hui, on aura 100 000 € à mettre pour l'archéologie, qu'on n'a rien demandé. Mais cette archéologie, comment ça se fait que vous n'y étiez pas au courant? C'est pas toujours le cas? Ou comment ça se passe? Pourquoi il y a eu l'archéologie alors que... avoir une telle surprise que personne ne vous ait dit ça. Pourquoi ils ont lancé? Est-ce que c'est le cas à chaque fois, l'archéologie, ou c'est dans votre cas précis? Alors, c'est souvent le cas dès lors qu'en fait on travaille sur l'ouverture du sol. Et aussi, quand on est sur des bâtis comme ça, il y a de l'archéologie du bâti. C'est-à-dire, on va regarder, à mesure qu'on découvre en fait les façades, les traces des époques, on va retrouver les ouvertures, les anciennes portes, etc. Donc ça, il y a 2 choses, dans le sol et sur le bâti. C'est ça. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est que ce château, effectivement, est resté longtemps privé et fermé, et on ne sait pas grand-chose. Donc spécialement nous, on a la grosse enveloppe qui nous tombe c'est-à-dire dessus. qu'il dit on connaît rien sur ce bâtiment, il faut qu'on l'étudie. Donc si le château est déjà connu, ça ira pour vous. Voilà. Mais si... Alors autant effectivement dans le sol on peut pas y couper, mais autant ils ont aussi fait faire la dendrochronologie. Donc la dendrochronologie, c'est un peu les poutres, 5 000 €. La mesure, on prend des carottes en fait dans la poutre et on regarde l'âge en fait du bois pour dater. Donc là, en fait, 4 ou 5, allez, 20 000 €. Enfin, il y a en même temps des choses. Il y a en même temps, on comprend des choses, puis des points qui sont à leur discrétion, voilà. Ça, vous n'avez pas le choix parce que vous êtes en plus lancé dans le projet. Oui, et puis on n'a pas le choix. Et puis alors on est intéressé par les résultats. Oui, quelque part, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et puis l'INRAP qui a été choisi va valoriser ça. Ils nous ont proposé, ils vont faire des panneaux. Il y aura un dépliant. C'est sûr que c'est passionnant. Ce qui est quand même dommage, c'est que ça déséquilibre quand même le projet financier. D'ailleurs, au départ, on m'a dit, oh, vous savez, ça sera peut-être supérieur à 50 000. Ah bon? Et finalement, on finit à 160
60 000, il y a quand même une différence. Et là, ça met en danger. Donc, cet archéo qu'il faut un petit peu avaler, et puis on l'avale comment? C'est tout notre travail de mariage, de point, un peu nos fonds propres, mais on n'est pas non plus, on n'est pas multimillionnaire. Et donc, avec ces dépassements, là, on est en difficulté. Faut le dire. C'est dur à dire, parce qu'on n'aime pas, mais on est en difficulté. Et alors, comment... Parce que même si vous êtes en difficulté, j'imagine, vous essayez de trouver des solutions pour continuer à avancer, etc. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez mis en place ou quelles idées vous avez eues, mis à part les mariages, etc. Parce que là, c'est une situation d'urgence, pour essayer d'avancer, de pouvoir continuer et finir. Alors, il y a déjà une chose que peut-être on peut partager, c'est qu'il faut pas vivre ça comme une contrainte et c'est comme ça et il faut le subir. Il y a une première chose, c'est de rester en dialogue en fait avec la DRAC, avec tous ceux qui nous imposent aussi ce genre de mesures. On dialogue, on explique nos contraintes, on explique notre réalité et ça, je sais pas, je pense que on le fait un peu intuitivement. Mais il faut partager ces enjeux. Si on le fait pas, évidemment, on risque pas de trouver des solutions à plusieurs. Et ils sont prêts à nous aider. Ils sont prêts souvent à nous aider à trouver des angles d'approche pour présenter un dossier, des choses comme ça. Donc, faut pas hésiter. Ça, c'était une première chose. Il y a des choses qu'on a pu faire avancer comme ça. Ouais. Normalement, l'archéologie n'est pas financée par rien du tout, c'est tout à nos frais. Mais là, on a possibilité de faire un dossier. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura peut-être quand même 10 000, 20 000 euros. Bon. Peut-être. Et puis, ils ont monté leur taux de 50 à 53%, exceptionnellement pour nous aider. La DRAC, c'est quand même l'acteur privilégié. La région aussi, mais elle suit quand même beaucoup la DRAC. Mais on a de la chance, on a une région aussi, région Grand Est, qui est partie prenante. Donc déjà, pas se laisser faire, pas prendre ça pour acquis. Il faut discuter, réfléchir à plusieurs. Trouver des solutions. Il y a les aléas de chantier. Ils vont trouver. Il y a des choses qu'on peut déjà réduire. Il y a déjà des choses qu'on peut réduire. Il y a une deuxième chose qui nous est venue très très rapidement, c'était de faire une cagnotte en ligne, si on veut. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le mécénat. Et ça, c'est la Fondation du patrimoine qui nous en a parlé d'abord, et puis ensuite la demeure historique. Donc nous, il faut savoir qu'on est adhérent à la demeure historique, qui est une fondation, une fédération plutôt, qui justement nous aide bien à comprendre, un petit peu rentrer dans des sujets techniques, parce qu'on on n'a pas d'expérience de château avant. Donc voilà, ça nous aide énormément à comprendre comment ça fonctionne, et ils peuvent justement nous aider. Donc c'est ça, on a mis en place. Exactement, on a mis en place donc ce mécénat avec la demeure historique. Profite aussi pour dire que la demeure historique, ça nous permet de rencontrer d'autres personnes qui ont des châteaux. Ça, c'est super important. Puis, pareil, ils nous ont tout de suite aidés. Il y a de l'entraide, trouver des points, c'est très important. On n'est pas tout seul dans ces cas-là. Eh bien, vous voyez, le mécénat, c'est génial parce que ça permet à des particuliers de venir nous aider. C'est 66% de remise d'impôts. Et puis on a des contreparties sympas. Ah oui. C'est-à-dire que voilà, là on vient de les faire d'ailleurs, on les a invités à voir les travaux, un peu comme ce que vous avez vu dans Je l'espère et que vous avez apprécié dans la vidéo. Mais c'est aussi derrière avec eux la possibilité de se rencontrer, de faire du réseau, de nous aider. C'est-à-dire ça devient après ces mécènes, ils donnent et c'est précieux et ça devient des partenaires. Ouais. Il n'y a pas que les privés, a priori, qui peuvent bénéficier de ce système de dons. Les entreprises aussi. Oui. Alors ça fonctionne comment? Alors les entreprises peuvent effectivement donner. Ils ont une déduction de 60% sur l'impôt sur les sociétés. C'est intéressant. Et puis pour eux, c'est une occasion aussi de s'inscrire dans un patrimoine, de montrer qu'ils sont acteurs. Alors, on n'a pas le droit de faire de contrepartie en tant que tel, mais déjà le fait de nommer la société qui nous a donné auprès de nos réseaux sociaux, nous on essaie d'être actifs, on a quand même 5000 personnes qui nous suivent sur Facebook, sur LinkedIn, on trouve que c'est normal de les remercier, donc déjà c'est quelque part c'est une reconnaissance en image. C'est associer l'entreprise avec le travail que l'on fait ici de restauration aussi. C'est ça. Tout simplement. Mais est-ce qu'à l'inverse, eux, ils ont droit aussi de communiquer sur le fait qu'ils ont fait un don, qu'ils sont mécènes? Ah bah oui. Donc c'est aussi dans le sens là, dans leur sens, dans leur communication, ils peuvent montrer qu'ils participent à la restauration d'un monument localement, un monument historique. Exactement. C'est aussi un message fort pour une entreprise. Tout à fait. Puis... Ça rentre souvent dans leur programme de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. C'est ça, c'est ça. Puis après, connaissant le lieu, c'est un lieu aussi qui peuvent
qu'ils peuvent prendre en main pour, par exemple, faire des réunions, des séminaires ou inviter tous les salariés et leurs familles dans un lieu d'exception, dans les espaces verts, ils vont pouvoir bénéficier voilà, de spectacles. Donc aussi, c'est après, ils peuvent dire, voilà, on est mécènes. Et, donc ça devient un partenariat. Il y a aussi d'autres choses qui sont intéressantes, c'est que les mécènes peuvent se rencontrer ensemble. Donc quelque part, quand on se rencontre, on sait que on peut nouer des partenariats. Donc du réseautage, exactement. Donc ouais, je pense que ça peut être une belle initiative pour eux aussi. Juste un petit, avant de conclure la vidéo, juste un petit récapitulatif des chiffres. Ok. En termes de travaux, combien vous avez déjà dépensé pour les travaux de la toiture, dans l'état actuel dans lequel elle se trouve, cette toiture, et combien il reste à sortir, en tout cas avant peut-être d'autres mauvaises surprises. Je touche du bois. Nous aussi. Non, mais concrètement, combien il vous reste pour finir, pour continuer et finir ce chantier. Et aussi, si vous pouviez nous dire concrètement, après, comment on peut vous aider. Ok. Déjà, avant de démarrer les travaux, avec toutes les études, les diagnostics, on était un peu plus de 100 000 €. Hein, bien qu'on soit aidé par la DRAC. Ensuite, là, on est parti sur 2,2 millions. C'est très clair. Le bâtiment a 3 ailes. La première qu'on a démarrée, c'est la moitié. C'est 1,1 million. Et sur ces 1,1 million, on a commencé à démarrer à peu près pour 200 000 qu'on a déjà mis. Et donc, il reste pas mal, plus les rajouts. Hein, donc, il nous reste à peu près 900 000 à mettre hein, en lien avec les subventions. Voilà. Voilà où on en est sur cette aide-là. Puis après, 1 an plus tard, si on y arrive, si on a réussi à restaurer les stocks, on fera la 2e aile. Et 1 an plus tard, on fera la 3e aile. Voilà un petit peu pour les chiffres. Ça, 2,2 millions, ce sont donc, c'est le budget finalement des travaux, à proprement parler. On a parlé tout à l'heure de l'archéologie qui vient s'ajouter aux 2,2 millions. Donc on est sur 2,3 millions, 2,4 millions. Oui, à peu près, c'est ça. Et puis, tous les aléas là, qui n'étaient pas prévus viennent s'ajouter. Hein, donc en plus, là maintenant, on a 70 000 a priori. Pour l'instant, on est à cette heure-là. On part sur 70 000 qui correspond de plus. Les 70 000, c'est par rapport à ce dont Emmanuel a parlé, par rapport à la suspension de la charpente. La suspension, exactement. Et on risque d'en avoir pour 20-30 000 de maçonnerie. Je pense qu'on est à 100 000 de dépassement, avec une partie qui est amortie grâce à la DRAC, qui dit, sur ce dépassement, on vous suit quand même dans la subvention jusqu'à 70 000. Vous voyez, on a un mécanisme comme ça qui fait que c'est pas 100 000 qu'on doit mettre avec Aurore, mais c'est parce qu'il y a une partie que la DRAC nous aidera. Quoi. Voilà, un petit peu. Et là, au moment où on parle, pour les 2,2 millions, la DRAC participe à combien à hauteur? Donc c'est 50-53%, c'est ça? Sur les 2,2 millions. Oui. C'est sur l'ensemble du projet. Voilà. Sur donc, les 2,2 millions, 53%. Ça veut surtout dire qu'il y a 50% qui ne sont pas financés et que vous devez financer, c'est surtout ça. Puis, alors il y a un effet d'entraînement, en fait, chez nous, ici sur le territoire, donc la DRAC mettant 53%, la région en Grand Est, ici, donc c'est local, hein, suit à 20%. Ah oui. Donc on arrive à 70%. 70%. Et ensuite, on a l'enveloppe de mécénat, l'autofinancement, nous, et on va aussi chercher des prix. On n'en a pas parlé. Plus l'auto du patrimoine. Il faut aller chercher des prix, faut monter des dossiers. C'est compliqué ça, sincèrement, les dossiers. C'est quoi monter un dossier? Ça fait, c'est vrai qu'on dit tous monter un dossier, mais on ne sait pas c'est quoi, c'est 4 pages qu'il faut remplir ou est-ce qu'il faut se battre, faire des... Ouais, c'est des dossiers assez trapus. Alors ça dépend, hein. Par exemple la Fondation Mérimée qui fait beaucoup de prix. Il y a un format qui est à peu près le même pour les prix, donc il y en a une partie où on gagne si il y a plusieurs prix. C'est bien fait, c'est structuré. Ouais, c'est une petite dizaine de pages avec des questions très précises et puis qu'on peut agrémenter de photos, de description du projet, de ces points-là. Donc c'est pas mal de travail. Bon, quand on a répondu à un, les autres font moins mal. Donc autant ça vaut le coup de s'y mettre, de le remettre à jour, etc. Ouais, donc c'est toujours un soutien, un encouragement. Ouais, voilà. Et tout peut se cumuler alors en fait. On peut par exemple candidater entre guillemets à plusieurs prix, éventuellement pour le même projet et éventuellement exactement combler les 30% restants quoi. Tout à fait. Donc ces prix-là, on estime qu'ils vont représenter à peu près c'était quoi, 6%? Non. Ouais, oui. Non, 2%. Oui, les prix, les prix c'est 3%. 3% de la somme, c'est déjà beaucoup. Hein. Ça a l'air de rien, 3%, mais sur 2 millions, c'est pas mal.
On compte beaucoup sur le mécénat. Vraiment, parce que... C'est ça, vraiment. On peut nous aider, en fait. N'importe qui peut venir nous aider maintenant. Ouais. Tout le monde peut contribuer via cette entrée-là. D'ailleurs, contrepartie, si on va dans le détail, si on parle des choses joyeuses, à partir de 50 €, eh bien, vous avez la possibilité, pour les particuliers, ils ont la possibilité de rejoindre une visite entre mécènes, où on ira voir tout le toit, où on ira voir les lieux historiques des coins, et en plus, on leur payera un verre d'Hippocrate, qui est un peu la boisson fétiche médiévale du lieu. Pour 120 €, c'est un brunch. On l'a fait il y a une semaine, c'était très sympa. Pareil, c'est une belle communauté. Ils sont aussi visités. Et pour 200 €, alors là, c'est le champagne et puis des petits fours et une visite privée. Voilà, bon, c'est pour que chacun puisse avoir, devenir partie prenante du lieu en voyant ce qui se passe et en suivant ça régulièrement. Ben voilà, là, on a vraiment du concret avec les contreparties, notamment, c'est accessible dès 50 €. Enfin, dès 50 €, on a une belle contrepartie avec une visite et un apéro. Et en France, on rigole pas avec ça. Mais effectivement, voilà, et un bon moment passé, un bon souvenir et participer à vos projets. Et ok, et donc la plus grosse contrepartie pour les particuliers, c'est quoi alors? C'est ce 150 €, c'est ça? C'est 200 €, c'est un champagne et puis une visite privée. On va en faire une d'ailleurs. Ouais. Ça c'est chouette. Je donne une idée. C'est parisien. Elle voulait faire un cadeau à son mari qui est fan de patrimoine. Et donc, du coup, elle lui a offert ces 200 € pour Noël. Et il va venir. Et puis, il aura une visite privée, et point, etc. Donc, moi, je n'y avais pas pensé. Mais alors, le mécénat en cadeau, bravo. Très bonne idée. Très bonne idée. Très bien. Et donc, concrètement, maintenant, pour celles et ceux qui veulent vraiment vous aider, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, si vous souhaitez nous rejoindre dans l'aventure et contribuer à nos côtés, eh bien, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'aller donc sur le lien qui s'inscrit donc en dessous dans la description de la vidéo ou sur notre site internet. À l'onglet château, vous aurez des photos, vous aurez un peu d'histoire et vous aurez aussi un endroit où c'est marqué l'appel aux dons mécénat. Donc, il va vous renvoyer en fait tout simplement vers le site de la demeure historique avec un descriptif aussi des travaux. Vous retrouverez toutes les informations et il suffit de cliquer. Voilà, c'est fait. Et vous recevrez l'attestation rapidement, etc. Voilà, donc la demeure historique vous enverra très rapidement votre reçu fiscal pour vos impôts. Et vous deviendrez alors seigneur de Jaulny pour une petite partie, parce que nous, on considère que tous ceux qui nous aident, maintenant les seigneurs, c'est nous tous qui aimons le patrimoine. Milon de Jaulny en 1060 sera fier de vous. Il vous regardera du haut de cet éperon rocheux et vous dira « Tiens, encore un qui nous rejoint ». Bravo en tout cas pour ce que vous faites et à très bientôt. On reviendra vous voir très bientôt pour voir l'évolution des travaux. Merci. Olivier ne va pas s'en sortir comme ça. Je tiens à dire que depuis le début... merci Sochâteau. Ouais, merci Sochâteau. Ouais. Et on a fait une première vidéo avec toi qui a été très importante. Beaucoup de gens nous ont parlé, même des enfants avant les sorties scolaires l'ont vu. Et puis, tu nous as donné beaucoup de conseils. Alors, ne rougis pas, mais merci à toi et bravo aussi pour Sochâteau et vraiment toutes ces vidéos super qu'on regarde avec allégresse.